Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour le 18h30 à la une ce soir. Au Palais Royal de Bosneka, Sa Majesté le Roi a reçu hier le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, en visite au Maroc. La rencontre traduit le caractère exemplaire du partenariat maroco-gabonais. La Fondation Mohamed V pour la solidarité réactive son programme des campagnes médicales et lance une caravane multidisciplinaire au profit des 67 000 habitants que compte la commune Haddemsi, la province de Taza. Nouvel espace de rencontre et de création pour les jeunes artistes de l'Oriental. Un studio de répétition vient d'être inauguré à Oujda. L'initiative émane de l'Institut français de la ville. Objectif, accompagner les jeunes talents de la musique sur le chemin de la professionnalisation. Le Palais Royal de Bosneka, première escale de cette édition, où Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu hier jeudi le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, qui effectue une visite au Maroc. Cette rencontre traduit le caractère exemplaire du partenariat maroco-gabonais, ainsi que les relations d'amitié qu'entretiennent les peuples des deux pays frères. Le Maroc participe à la conférence internationale sur la Libye qui a pris place ce vendredi à Paris. À ces travaux, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, représente Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Nasser Bourita qui a représenté l'approche royale pour la résolution de la crise libyenne et la volonté du souverain de faire du Maroc une terre d'accueil pour le dialogue interlibyen. Monsieur Bourita a notamment souligné que Sa Majesté le Roi suit de près les développements en Libye et encadre de sa vision royale l'engagement du Maroc qui ne s'est jamais démenti. Il a relevé que cette approche fondée sur le respect de la volonté libyenne et le bannissement de tout paternalisme a permis des avancées majeures entamées par la conclusion en décembre 2015 de l'accord politique de Skhirat. La Fondation Mohamed V pour la solidarité réactive son programme des campagnes médicales suspendu en mars 2020 en raison de la pandémie. En guise de reprise, la Fondation organise une action médicale solidaire de 3 jours au centre Haddemsi, la relevant de la province de Taza. L'opération permettra d'offrir des soins primaires à une population qui a dû interrompre le suivi médical du fait de la pandémie et de la difficulté d'accès aux soins médicaux spécialisés. Reportage Mustafa Zahiri, commentaire Nisri El-Hamdawi. L'unité mobile médicalisée de la Fondation Mohamed V pour la solidarité est de retour. Elle était très attendue dans les zones enclavées. Ici, dans le village de Haddemsila à Taza, la population y afflue en masse. Le besoin de soutien médical se faisait sentir ces derniers temps, particulièrement chez les plus vulnérables. Je suis venue de l'Gouzat Haddemsila. J'ai bénéficié d'une consultation ophtalmologique. J'ai également subi un examen du cœur. On m'a également ausculté les genoux. On m'a mesuré la tension. J'ai également subi des analyses médicales. Nous avons été bien accueillis. Je souffre de cataracte. Ici, je vais être bien pris en charge. Je remercie toutes les personnes mobilisées pour nous apporter les soins nécessaires. Tout est bien organisé. Après consultation médicale, me voici devant la pharmacie de cette unité pour récupérer mes médicaments gratuitement. Aujourd'hui, nous sommes à Haddemsila, commune rurale de Taza, où la Fondation Mohamed V pour la solidarité reprend son programme de caravane médicale de proximité, afin de faire bénéficier la population des prestations médicales qui se sont vues interrompues suite à la pandémie Covid-19. En cette période, les températures commencent à baisser, mettant à mal les corps fragiles. Et puisqu'il n'y a pas que le Covid-19 qui sévit en ce moment, check-up et consultations générales sont à l'ordre du jour.
L'objectif de cette campagne est de permettre aux habitants de ce village d'accéder aux soins de santé. Un staff médical multidisciplinaire a été mobilisé à cet effet. Et depuis hier, nous avons pu prodiguer 1660 services médicaux. Cela englobe des dépistages et des soins. Ces prestations ont bénéficié à 690 citoyens, dont 301 femmes. D'importants moyens logistiques sont mis à contribution pour assurer des prestations de qualité. Les tests de dépistage de diabète, de cancer du sein et du col utérin impliquent la mobilisation de scanners et de laboratoires pour un bon diagnostic. Aussi, la sensibilisation aux moyens de prévention du Covid-19 reste-t-elle d'actualité tant que le virus continue de circuler? Covid-19, la campagne vaccinale poursuit son élan. Plus de 24 350 000 personnes ont reçu la première dose. Plus de 22 370 000 autres ont bénéficié de la deuxième injection, au moment où plus d'1 568 000 ont reçu la troisième dose. Et pour ce qui est de la situation épidémiologique, eh bien, la décrue se poursuit. 123 nouveaux cas ont été enregistrés, 3 décès, 130 cas graves ou critiques, dont 5 sous intubation. L'industrie aéronautique se prépare à la relance post-Covid et mise sur ses acquis. Cela se traduit par une préparation au niveau des unités de production. Toutes ont déployé la stratégie d'industrie 4.0 et ont formé leurs salariés aux dernières technologies utilisées dans ce secteur qui a pris son envol depuis 2 décennies maintenant au Maroc. Regardez ce reportage réalisé dans une unité d'industrie aéronautique à Nouassar. Amin Hannaoui, Ahmed Hamri et Mounia Marouche avec le commentaire de Mohamed El-Shkar. Cette unité d'industrie aéronautique avait certes pâti de la crise sanitaire avec des pertes allant jusqu'à 70% du chiffre d'affaires, mais rapidement, elle a pu reprendre son élan tout en parvenant à préserver l'ensemble des postes d'emploi. La société a su tirer profit de la crise Covid et la transformer en opportunité en travaillant sur l'amélioration de nos modes de fonctionnement et l'optimisation de nos outils industriels. Nos équipes ont pu travailler main dans la main pour sortir de cette crise et ce travail a été reconnu et félicité par nos clients. Plus qu'une simple relance de l'activité, cette structure a même profité de la parenthèse Covid pour moderniser sa production. Digitalisation, décarbonation et formation de ses ingénieurs et techniciens. Objectif, s'adapter aux dernières évolutions de l'industrie aéronautique à l'échelle mondiale pour conquérir de nouveaux marchés. On a réduit nos cycles de production de pratiquement 70%. On a augmenté nos taux de rendement synthétique de 25%. Et la non-qualité, on va dire, produits non conformes chez SPMA ont chuté de pratiquement 25% aussi. Donc les résultats sont là. On a une entreprise orientée 4.0 avec du Power BI et de l'intelligence artificielle et on est prêt pour la reprise pour l'année prochaine et l'année d'après. L'industrie aéronautique au Maroc compte actuellement plus de 140 entreprises avec un taux d'intégration locale aux alentours de 38%, un taux qui devrait dépasser les 42% dans un an. La présence millénaire du Maroc dans la ville sainte d'Al-Quds se célébrait comme il se doit, avec l'organisation notamment dans la ville sainte d'un colloque durant lequel a été présenté un ouvrage intitulé justement « Les Marocains de Beit al-Maqdis ». Plusieurs expositions sont également organisées dans la ville occupée. Toutes incarnent les différents aspects de la présence marocaine. La manifestation s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée du royaume Al-Quds, initiée par l'agence Beit Mal Al-Quds Al-Sharif. L'ouvrage Mohamed VI, la vision d'un roi, action et ambition de l'universitaire franco-suisse Jean-Marie Eid a été présenté récemment à l'occasion d'une conférence débat sur le Maroc, hub régional pour un partenariat Europe-Afrique, co-organisé par la Maison de l'Europe et le Consulat général du Royaume du Maroc à Montpellier. L'auteur avait déjà présenté son ouvrage en conférence inaugurale de la nouvelle année universitaire de l'ENCG de Dakhla. C'était il y a moins de 2 semaines. Nous l'écoutons.
Aujourd'hui, je crois que le Maroc a affirmé son africanité, mais dans une particularité qui est celle du contexte européen, où des rapports privilégiés de longue date, mais qui ont grandi, qui ont été reconnus aussi au niveau intercontinental, font que le Maroc aujourd'hui est un vrai pont, non seulement entre l'Europe et l'Afrique, mais également avec différents autres États du monde. Preuve en est, c'est que ici, et ça m'importe beaucoup, c'est que ici au Sahara marocain, nous avons vu ces évolutions se faire. J'en parlerai un petit peu aussi tout à l'heure, et dire que ces évolutions sont la marque d'une volonté que, par ailleurs, je décris dans mon livre sur la vision de Sa Majesté. On enchaîne avec du football. Dans un peu plus d'une heure, le 11 national affronte son homologue soudanais au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de la capitale. Une rencontre comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Les Lions de l'Atlas visent un sans faute avec 4 victoires en 4 matchs. Les nationaux espèrent pérenniser leur dynamique. L'équipe a terminé plutôt hier sa 4e et dernière séance d'entraînement. Les voici en image avec Mohamed Aïleshkar. En séance d'entraînement hier au complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat, la préparation de la sélection nationale semble se dérouler dans une bonne ambiance. Les joueurs paraissent déterminés à continuer le parcours positif des Lions de l'Atlas pour des qualifications sans défaite. Quant au coach, il a un moral d'acier, très bon signe pour le match de ce soir. Qu'est-ce que je suis fier. Qu'est-ce qu'on a réussi aux 3 matchs? On a marqué, je ne sais pas, 13, 14 buts. Petite chose qui est, c'est le but qu'on a pris. But dévié, comme ça, j'étais un petit peu. Mais c'est comme ça, j'étais très fier, content. Mais je pense aussi vous devez être un petit peu apprécier l'évolution, les progressions qu'on a fait. Et c'est vrai, les résultats sont là, le moral est très bon, mais une victoire ce soir face au Soudan dépendra de la tactique et de la manière. Sur les derniers matchs, on a joué dans un certain système qui nous a plutôt bien réussi. Donc voilà, il faut continuer à travailler. Malheureusement, quand on est là, on n'a pas beaucoup de jours pour travailler tactiquement. Donc ça fait appel aussi aux qualités tactiques de chaque joueur, et je pense qu'on a la chance d'avoir un groupe qui est intelligent et qui comprend les choses rapidement. Il y a des très bons éléments qui sont jeunes et qui peuvent jouer encore pendant des années pour la nation, et je pense qu'on a fait des très bons résultats pour le moment avec ce groupe, et je vois pas pourquoi ça changerait. L'équipe nationale connaîtra ce soir quelques réaménagements pour cause de blessures. Il y a 2 blessures, c'est Youssef Nessri qui s'est reblessé. Et deuxième chose, un joueur qui est venu aussi blessé, encore Youssef. Heureusement, on n'a pas 3e Youssef, ils sont tous blessés. Youssef Malek de Fiorentina. Après le Soudan ce soir à Rabat, l'équipe nationale affrontera la sélection guinéenne mardi prochain à Casablanca pour le compte de la 6e et dernière journée du groupe I. Auteur d'un parcours sans faute, les Lions de l'Atlas, leader avec 12 points, avaient déjà assuré leur qualification pour le dernier tour qualificatif au Mondial au Qatar, après avoir signé 4 victoires en autant de rencontres. La Guinée-Bissau est 2e avec 4 points, devant la Guinée 3 points, alors que le Soudan ferme la marche du groupe avec 2 points seulement. Et c'est un match à suivre en direct sur Al-Oula à partir de 20h. Et un mot du football féminin, l'AS FAR a remporté son match aujourd'hui contre l'équipe sud-africaine de Mamelodi Sundowns. Elle assure ainsi sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Afrique féminine. Bravo à nos joueuses. La SNRT perd un de ses brillants journalistes, Tijani Belhaddad, a rendu son dernier souffle ce matin des suites d'une longue maladie. Il avait 69 ans. Le défunt fut l'un des lauréats de l'Institut supérieur de journalisme. En 1980, il rejoint la radio nationale où il a aiguisé son savoir-faire en tant que journaliste avant de goûter au plaisir de la télévision
où le défunt a exercé en tant que journaliste, puis en tant que rédacteur en chef. Il a également eu un passage à la station régionale de l'Aïoun. Le défunt était réputé pour ses hautes qualités professionnelles et humaines auprès de tous ceux qui l'ont côtoyé durant ses années d'exercice à la SNRT. Pour conclure, l'infrastructure culturelle d'Oujda se renforce avec l'inauguration récemment d'un studio de répétition au profit des jeunes musiciens de l'Oriental à l'initiative de l'Institut français d'Oujda. Créé au sein même de l'annexe de cette structure, le nouveau studio baptisé Studifo, le labo des jeunes musiciens de l'Oriental, s'inscrit dans la continuité d'un programme virtuel éponyme. La plateforme ambitionne d'accompagner les jeunes musiciens sur le chemin de la professionnalisation. Rachid Latabi, Zakaria Mouqin Billahi, Nisra El-Hamdawi. Inspirés et pleins de créativité, les musiciens de l'Oriental ne pouvaient rêver mieux. Un studio de répétition à leur entière disposition pour donner libre cours à leur art. Il est baptisé Studifo, initié par l'Institut français de Oujda. Voilà ce qui permettra au groupe Oujdis Nitra d'évoluer dans un style de fusion aux genres musicaux de l'Oriental. Après le studio de répétition ouvert en début d'année à Rabat, nous en ouvrons un nouveau à Oujda, le studio Studifo, qui va poursuivre le travail déjà engagé par l'Institut français à Oujda depuis de nombreux mois et même encore plus loin que cela, avec aux côtés de tous les musiciens locaux pour les aider à se développer dans leur art. Le studio est doté d'un système d'isolation et de traitement sonore, à l'image des studios professionnels. Il comporte également des équipements et des instruments pour affûter la pratique musicale. L'objectif de cette initiative, c'est vraiment d'aider à la professionnalisation dans le domaine de la musique. L'Oriental est une région d'où sont partis de grands mouvements de musique, d'où proviennent de nombreux musiciens de renom et nous souhaitons contribuer à leur succès. Cette plateforme va permettre de continuer le travail déjà engagé par l'Institut français d'Oujda au profit des musiciens locaux. L'idée est de promouvoir la création musicale auprès des jeunes de la région. C'était le clap de fin de cette édition. Merci à vous de nous suivre. Le prochain rendez-vous d'info est à 22h, juste après le match Maroc-Soudan. À demain.